Et bienvenue dans ce webinaire du CNCH. Je suis Walid Amara et j'ai le plaisir d'être avec Alexandre Michi et Damien Lojard et Jean-Philippe Collet qui va nous rejoindre dans quelques instants. C'est les aléas du direct pour actualité congrès de l'ACC. Il y a deux webinaires. Le webinaire d'aujourd'hui, on a des experts de la maladie coronaire et d'insuffisance cardiaque et je vous ferai la rythmologie. Et jeudi prochain, vous aurez ce qui reste, c'est-à-dire l'imagerie et également l'hypertension artérielle. Alors, je passe la parole à Alexandre. Merci beaucoup, Walid. J'ai le plaisir de passer la parole au professeur Damien Lojard, qui va nous présenter des actualités dans l'insuffisance cardiaque. Professeur Lojard, vous avez la parole. Merci Alexandre, merci Walid. Donc, je vais partager mon écran. Donc, bonjour à tous. L'insuffisance cardiaque, les cardiomyopathies à l'ACC ont été assez riches en termes d'actualité. Alors, il n'y a pas de grands scoops, de grandes révélations, mais pas mal d'études intéressantes. Quelques essais neutres, pas forcément attendus. Alors, je vais vous évoquer ces 5 essais. Et l'essai le plus attendu dans cette thématique, c'était l'essai Paradise avec l'Entresto dans le post-infarctus. Donc, on va démarrer directement par cet essai, donc, qui était le gros essai randomisé, plus de 5000 patients, qui devait permettre un peu de finir la boucle du sacubitril/valsartan dans le spectre de l'insuffisance cardiaque. Vous connaissez les résultats de Paradigme dans l'insuffisance cardiaque chronique stable à FE réduite, Paragon dans l'insuffisance cardiaque à FE préservée avec des résultats qui étaient qui étaient évidemment neutres, mais bon, voilà, mi-figue, mi-raisin. Et pour boucler cette boucle, traditionnellement, pour ces molécules-là, on regarde le post-infarctus, donc quelque part le point de départ de l'insuffisance cardiaque, post-infarctus avec une FE altérée ou un épisode d'insuffisance cardiaque à la phase aiguë. Donc, c'est ce qui avait été fait dans les développements des IEC, des ARA2, des bêta-bloquants. Donc, le sacubitril/valsartan suit exactement ce même plan de développement. Donc, Paradise, c'était des infarctus, gros infarctus, avec soit une FE à moins de 40% ou un épisode, ou les deux, d'insuffisance cardiaque, d'OAP. En plus, les patients devaient avoir un critère de gravité supplémentaire. Donc, c'est clairement des gros infarctus à gros risque supposé, en tout cas, d'insuffisance cardiaque. Vous voyez les critères de gravité supplémentaire souhaités dans l'étude. Contrairement à Paradigme, il n'y avait pas d'étude de run-in. On démarrait d'emblée avec soit ramipril, soit sacubitril/valsartan. Donc, on retrouve le même comparateur que dans Paradigme. Donc, le critère d'évaluation était, comme pour tous ces essais-là, décès cardiovasculaire ou hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Les caractéristiques de la population, donc c'est des STEMI pour la grande majorité d'entre eux. Presque 90% avaient été reperfusés, essentiellement par angioplastie. Et la FE moyenne ou médiane, moyenne en l'occurrence, était autour de 35%. Et les patients étaient randomisés avant la sortie, c'est-à-dire typiquement entre le 4e et le 5e jour. Et vous voyez le traitement de fond, comme dans tous ces essais-là, bien copieux, avec des bêta-bloqueurs dans 85% des cas, un IEC ou un ARA2 dans 80% des cas, et un anti-aldostérone dans 40% des cas. Alors, le résultat, le voici. Donc, vous le savez sans doute déjà, donc un effet neutre. L'hypothèse était une supériorité du sacubitril/valsartan, donc l'hypothèse n'est pas démontrée, avec une toute petite différence, mais qui est très loin d'atteindre la significativité. Alors, par rapport à l'hypothèse initiale, on a à peu près le nombre d'événements attendus, en sachant qu'il a fallu quand même un suivi un peu plus long que prévu. Dans les critères secondaires préspécifiés, il y avait également le nombre total d'hospitalisations pour insuffisance cardiaque au cours du suivi. Et somme toute, c'est assez pertinent, puisqu'on peut considérer que c'est un traitement au long cours de la dysfonction VG de l'insuffisance cardiaque. Donc, c'était intéressant quand même de regarder ce critère-là. Et sur ce critère-là, il y avait une différence qui était significative, qui n'est pas énorme, mais en tout cas qui atteignait le seuil de significativité. Donc, pour finir sa présentation, Marc Pfeffer, en fait, avait mis en perspective ce qui avait déjà été fait dans le post-infarctus avec dysfonction VG avec les autres molécules, donc à savoir les IEC, les ARA2, il n'y a pas les bêta-bloquants, mais les IEC, les ARA2. Donc, ça nous ramène 25 ans en arrière. Et vous voyez qu'il y a 25 ans,
l'infarctus, le gros infarctus, avait un taux d'événement qui atteignait, là c'est la mortalité, hein, qui atteignait plus de 30% à 3 ans. Hein. Où on en est aujourd'hui, ben, on est à moins de 10% 25 ans après. Donc ça veut dire qu'on a fait beaucoup de progrès. Et ça veut dire aussi que de pouvoir encore jouer, de pouvoir gagner encore sur ce taux d'événement avec ce type de molécules modulatrices des systèmes hormonaux, ben, c'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça. Et en tout cas, là, on a envie de se dire que dans le post-infarctus, il n'y aura pas d'urgence à démarrer immédiatement le sacubitril/valsartan, en sachant que ces patients-là, finalement, vont se retrouver dans la catégorie un peu paradigme quelques mois plus tard. L'autre essai avec le sacubitril/valsartan, c'est l'essai LIFE, hein, qui est plus un essai de phase 2, puisque le critère d'évaluation n'était pas un critère clinique, mais c'était les variations du NT-proBNP au cours du suivi. Alors, l'étude LIFE, c'est pareil, c'est toujours dans le spectre de tous ces patients insuffisants cardiaques. Vous voulez tester le bout du bout de l'insuffisance cardiaque avec des patients ayant une insuffisance cardiaque dite avancée, à savoir des patients qui étaient en NYHA4 hein, ambulatoire depuis au moins 3 mois, donc des patients sévères, avec évidemment une FE altérée, des taux de peptide natriurétique augmentés, et puis qu'il y avait également d'autres, au moins un autre critère de sévérité, comme une hospitalisation récente, une cure d'inotrope, etc. Donc, à nouveau, l'hypothèse était une supériorité du sacubitril/valsartan, alors non pas sur un critère clinique, mais sur la cinétique du NT-proBNP, avec un nombre de patients inclus qui était assez modeste, hein, 335 patients simplement, et un suivi pour 6 mois. Donc là, on était plus en phase 2. Et donc, voici le résultat sur le critère principal sur le NT-proBNP, pas de différence significative, pas de différence significative. Et sur le critère secondaire principal, quelque part, décès cardiovasculaire ou hospitalisation pour insuffisance cardiaque, pas de différence significative, enfin pas de différence du tout entre les deux groupes. Donc, 2 essais avec le sacubitril/valsartan sur les 2 extrémités du spectre de l'insuffisance cardiaque qui bon, voilà, n'ont pas donné les résultats escomptés. Alors, pour rester un peu sur la thématique médicamenteuse, une étude assez sympathique, mais c'est une petite étude, on va dire que c'est un petit coup de cœur parce que c'est une petite étude pour les petits, et coup de cœur parce que ça s'intéresse à une molécule qui, a priori, n'a rien à voir avec l'insuffisance cardiaque. Et dans l'insuffisance cardiaque à effet préservé, vous savez que pour l'instant, il n'y a pas réellement d'évidence, comme on dit, en termes de traitement médicamenteux. Donc, la molécule testée, c'est la pyrphénidone. La pyrphénidone, c'est un agent antifibrosant qui est donné actuellement dans la fibrose pulmonaire idiopathique. Donc, pas grand-chose à voir, mais enfin, c'est donné dans la fibrose. Et donc, l'hypothèse, c'était que dans l'insuffisance cardiaque à effet préservé, il y a quand même pas mal de fibrose. C'est probablement un des substrats physiopathologiques majeurs de l'insuffisance cardiaque à effet préservé. Donc, pourquoi pas donner ce type d'antifibrosant? C'est ce qui a été fait sur un peu moins de 100 patients qui étaient randomisés contre un placebo. Donc, c'était des patients qui avaient donc une insuffisance cardiaque à effet préservé, une FE à plus de 45%, à NT-proBNP augmenté. Et le critère d'évaluation était la fibrose estimée par IRM, en l'occurrence le volume extracellulaire. Donc, les patients avaient une IRM avant la randomisation et avaient ensuite une deuxième IRM, voire une troisième IRM, pour évaluer la cinétique de ce volume extracellulaire sous pyrphénidone comparativement au placebo. Et à droite est représenté le résultat principal. Et il y avait effectivement une réduction significative de ce volume extracellulaire. Alors, est-ce que c'est cliniquement pertinent? Je n'en sais rien. En tout cas, ça dépassait la valeur seuil qui avait été supposée, considérée comme pertinente par les spécialistes de la fibrose en IRM. Bon, on verra ce que ça donne. Hein. Éventuellement, on verra s'il y a un développement de phase 3 dans ce type de population. En tout cas, c'est assez intéressant. Et ça montre quand même que quelque part, dans cette catégorie d'insuffisance cardiaque, il y a intérêt à shifter l'intérêt du développement médicamenteux, pharmacologique, vers des cibles autres que des cibles hormonales, comme on a fait jusque-là. Quatrième étude, en l'occurrence, sans jet de registre, non plus médicamenteux, mais sur la réadaptation. Une étude, ma foi, très intéressante parce qu'elle colle assez bien à la réalité. Donc, vous savez qu'il y a eu quand même pas mal d'études de fait dans la réadaptation, mais pas non plus tant que ça, au bout du compte, hein, et notamment peu de très grands essais. Et ces essais-là ont toujours un petit peu échoué à démontrer vraiment
un effet sur la bimortalité. Souvent, on sait que ça améliore la tolérance, enfin, les symptômes, la forme physique, mais pas forcément les critères durs. Donc ça, c'était une étude alors, qui n'avait pas à nouveau vocation pour démontrer absolument un effet sur la mortalité, une étude qui, simplement sur 350 patients, mais qui était assez intéressante dans le sens où elle démarrait dès la phase hospitalière. Donc, des patients qui étaient hospitalisés pour une insuffisance cardiaque, on va le voir, enfin, vous avez les caractéristiques à droite, donc 73 ans, dans la moitié des cas, c'est une FE conservée. Ils avaient tous beaucoup de comorbidités et ils avaient tous un indice de fragilité ou de préfragilité tel que ça pouvait être évalué par ces scores dits de fragilité. Ce n'est pas forcément des patients gériatriques, mais en tout cas des patients très comorbides. Et l'idée était de démarrer la réadaptation avant la sortie, comme on peut le faire un peu chez nous avec nos kinés habituels. Hein. On essaye de faire, parce que parfois on n'a pas beaucoup de kinés. Et puis après, c'était poursuivi pendant 3 mois dans un centre de réadaptation. Donc, il fallait qu'il y ait un centre de réadaptation, que le patient puisse venir au centre de réadaptation avec au moins 3 séances par semaine. Et progressivement, il y avait une autonomisation du patient à qui était demandé de réaliser 2 séances un peu identiques à la maison. Et au-delà des 3 mois, le patient devait tout faire à la maison pendant encore 3 mois. Le critère principal était évalué au bout des 3 mois. Et le critère principal était un score de capacité physique. Et alors, là, c'est simplement pour représenter ce qui se passait. Alors, l'activité physique était faite sur 4 performances, l'endurance, l'agilité, la force et la vitesse de déplacement. Hein, par exemple, la force était simplement le fait de se lever de sa chaise et le nombre de fois où on était capable de se lever de sa chaise, par exemple, en moins d'1 minute. Et les patients étaient classés au départ en classe 1, 2, 3, 4. Et vous voyez qu'au fil du temps, au fil des séances, ils deviennent de plus en plus performants dans chacune de ces 4 catégories de performance physique. Sur ce critère principal de performance globale physique à 3 mois, il y a un bénéfice dit très significatif selon ce type de performance. Et alors, on ne voit peut-être pas très bien en dessous, si c'est également sur des critères secondaires, comme par exemple le test de marche à 6 minutes, que tout le monde connaît, il y a un bénéfice clair. Donc, les patients s'améliorent en termes de capacité physique. Par contre, sur le deuxième critère, qui était évalué à 6 mois, qui était donc les hospitalisations, toute cause, aucun bénéfice. Donc, malheureusement, donc, il y a une certaine discordance entre cette amélioration physique assez nette et la possibilité de prévenir, au bout du compte, des réhospitalisations chez ces patients-là. Voilà. Et la dernière étude, si j'ai encore quelques minutes, c'était une étude qui était qui paraissait assez intéressante de prime abord, qui est une étude en 2 phases. Donc là, il y a une première phase qui a été présentée à l'ACC. On aura sûrement une deuxième phase présentée à l'ESC. La première phase, alors c'est une étude Connect. Il y a une première phase qui était centrée sur les hôpitaux et une deuxième phase qui va être centrée sur les patients avec les outils connectés. La première phase centrée sur les hôpitaux, ça consistait en fait à randomiser les hôpitaux américains. Donc c'est une politique typiquement américaine en 2 groupes. Le groupe interventionnel, il y avait un audit qui était fait donc par des auditeurs, par des consultants, des médecins consultants, je crois, qui revoyaient la politique médicale de l'hôpital pour ce qui concernait l'insuffisance cardiaque. Est-ce qu'il y avait des choses qui étaient mises en place? Est-ce qu'il y avait une éducation thérapeutique qui était mise en place? Comment le patient récupérait ses médicaments à la sortie de l'hôpital, etc., etc. Et en fonction de ce qui était observé, il y avait un certain nombre de propositions qui étaient faites à l'hôpital pour améliorer les choses. Et l'idée était de regarder ce qui se passait à 1 an en termes d'hospitalisation ou de décès, d'une part, et puis d'autre part, était regarder également ce qui se passait en termes de qualité de vie et d'utilisation des médicaments à 1 an après la sortie de l'hôpital. Vous pouvez voir que le rôle des consultants, aussi médicaux soient-ils, auprès des instances administratives des hôpitaux, n'a pas permis de gros bénéfices, puisqu'il y a 0 différence pour ce qui est des réhospitalisations ou décès à 1 an, et idem pour la prise médicamenteuse à 1 an entre les hôpitaux qui avaient bénéficié d'un audit et de mesures correctives sur les globales,
et puis les hôpitaux qui avaient continué à mener leur vie comme précédemment. Donc, on verra la deuxième phase de Connect qui était beaucoup plus centrée sur les patients, avec un outil connecté où les patients étaient régulièrement sollicités par smartphone sur des éléments éducatifs, sur des rappels concernant les médicaments. On verra si cet aspect-là donne une supériorité. En tout cas, là, ce premier aspect n'avait rien apporté. Voilà en tout cas pour ce que moi j'ai regardé dans l'ACC. Donc, il y a beaucoup d'essais neutres, mais c'est quand même des choses assez qui enrichissent en tout cas la réflexion autour de l'insuffisance cardiaque. On vous remercie pour cette magnifique présentation. Alors, les participants peuvent poser leurs questions dans la section conversée ou questions-réponses. Moi, j'aurais une question pour vous, professeur Legare. C'est un peu confus l'indication d'Entresto actuellement en vue de toutes ces études. Quelle est la place de cette molécule dans le spectre de cardiopathie ischémique ou cardiopathie dilatée ou voilà, comment on doit l'utiliser et dans quel sous-groupe on doit privilégier cette molécule? Ouais. Alors, c'est vrai qu'on aurait bien aimé répondre. Alors, donnons-la à tout le monde. C'était le plan de développement initial, mais effectivement, ce n'est pas tout à fait le cas. Alors, juste pour info, il y aura les prochaines recommandations européennes pour l'insuffisance cardiaque, ça sera le 30 juin. Et je pense que le 30 juin sera bien reprécisée la place de l'Entresto par rapport à cette question. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est qu'actuellement, c'est bien validé dans l'insuffisance cardiaque stable, avec FE réduite, mais stable. Voilà. Après, chez les patients qui viennent juste de démarrer leur insuffisance cardiaque après un gros infarctus, on voit bien qu'il n'y a pas vraiment d'urgence à se précipiter parce que le bénéfice n'a pas l'air vraiment évident par rapport au traitement qu'on connaît déjà. Dans l'insuffisance cardiaque à FE préservé, on a vu qu'il y avait un bénéfice jusqu'à des FE, jusqu'à 50% de FEVG. Donc, grosso modo, c'est toute l'insuffisance cardiaque à FE à moins de 50% stable, tire bénéfice du sacubitril/valsartan par rapport à un IEC ou un ARA2 classique. L'insuffisance cardiaque très sévère, juste une remarque. Probablement dans l'insuffisance cardiaque très sévère, une raison pour laquelle ça ne marche pas bien, c'est que les taux de BNP, quand ils sont très élevés, inhibent complètement la néprédidine. Donc, il n'y a plus d'activité pharmacologique de la néprédidine. Donc, probablement que chez ces patients-là, ça ne sert à rien de l'inhiber, puisqu'elle, de toute façon, elle ne fonctionne plus. C'est une des explications. D'accord, on va une prendre... question posée sur l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Finalement, on est... Quelles sont finalement les classes thérapeutiques qui sont les plus intéressantes? J'ai vu que Deepak Bhatt a présenté une combinaison des études Soloist et SCORD qui montre finalement, finalement un bénéfice des glyphosines dans cette pathologie-là. Tu en penses quoi? Ouais. Donc, pour l'instant, il n'y a pas réellement de choses bien démontrées. La FDA a donné son accord, en tout cas une autorisation pour l'Entresto dans la FE préservée, en se basant sur ce type d'analyse, en montrant que, somme toute, sacubitril/valsartan apporte une forme de bénéfice dans tout le spectre de la FEVG. Pour l'instant, ça n'a pas été suivi en Europe, parce qu'il faut reconnaître quand même que Paragon n'est pas complètement concluant. Pour ce qui est des imiteurs de glyphosine, on va attendre quand même les essais qui sont en cours et qui vont être présentés probablement à la fin de l'année, avec la dapagliflozine et l'empagliflozine dans l'insuffisance cardiaque à FE préservée. Il y a 2 essais majeurs spécifiquement dédiés à l'insuffisance cardiaque à FE préservée qui seront bientôt présentés, donc on va voir ce que ça donne. Ce qui a été présenté avec la sotagliflozine par Bass, avec la combinaison de Soloist et de SCORD, c'est quand même un mélange de beaucoup de choses. C'est un peu difficile d'affirmer que ces bénéfices, qu'il y a un vrai bénéfice dans l'insuffisance cardiaque à FE préservée à partir de la combinaison de ces deux études qui n'avaient rien à voir avec l'insuffisance cardiaque à FE préservée au départ. Et puis après, pour répondre à ta question, il y a quand même la soludactone, quelque part, l'aldactone, qui, dans l'étude top 4, avait quand même montré des choses qui étaient assez intéressantes. Donc, quelque part, on a envie de se dire, dans l'insuffisance cardiaque à FE préservée, ce qu'il faut, c'est traiter au mieux l'hypertension artérielle. Et dans les bons traitements antihypertenseurs de ce type de population, probablement que les antialdostérones ont une place majeure. Voilà mon sentiment actuel. On vous remercie. On va passer à l'orateur suivant.
Donc, j'ai le plaisir de donner la parole au docteur Walid Amara, qui est le président élu de CNCH. Et docteur Amara est arythmologue à l'hôpital de Montfermeil. Walid, si tu peux activer ton son et tu as la main ensuite. Oui, Jean-Philippe Collet nous a rejoint et il prendra la parole après, je vous rassure. Et donc, je vais essayer de résumer quelques éléments que j'ai trouvé marquants en rythmo. L'ACC et l'AHA ne sont pas historiquement des congrès de rythmologie, mais je vous ai sélectionné trois études qui m'ont semblé intéressantes. L'ablation de la FA, bien entendu, encore un épisode. Un médicament peut-être pour traiter vos tachycardies jonctionnelles en urgence et le thème de l'occlusion de l'auricule sur une partie finalement, pas tout à fait celle que vous attendez. Alors, la première étude que je voudrais vous montrer, c'est une étude qui a été menée finalement, c'est l'ablation de la fibrillation atriale dans la FA, avec insuffisance cardiaque, ablation FA dans l'insuffisance cardiaque avec fibrillation atriale. Excusez-moi. Donc, cette étude qui s'appelle RAFT-AF, finalement, s'intéresse à évaluer l'ablation de l'AFA en comparaison à une stratégie de contrôle de fréquence sur un critère dur qui est la mortalité et les événements liés à l'insuffisance cardiaque en cas de fraction d'éjection réduite ou conservée. Et puis après, ils vont analyser les sous-groupes suivant que la fraction d'éjection a été réduite ou pas. Donc, ils randomisent les patients entre une stratégie interventionnelle et une stratégie finalement médicale. Une étude menée dans des centres au Canada, en Suède, au Brésil et à Taïwan. Dans la stratégie ablation, ils avaient la déconnexion des veines pulmonaires, mais ils pouvaient avoir plus. Ils pouvaient également avoir des antiarythmiques pour compléter, voire avoir une deuxième ablation. Dans la stratégie de contrôle de fréquence, ils avaient les médicaments ralentisseurs, voire ils pouvaient avoir la pose d'un stimulateur cardiaque avec l'ablation du nœud auriculo-ventriculaire si besoin, avec PM bivé ou conventionnel suivant l'AFE. Ils ont inclus finalement des patients qui faisaient de l'AFA, soit de l'AFA paroxystique avec au moins 4 épisodes au cours des 6 derniers mois ou des épisodes qui duraient suffisamment longtemps, ou de l'AFA persistante de moins de 7 jours qui nécessite une cardioversion, ou plusieurs épisodes de FA persistants récidivants, ou également ils pouvaient inclure des FA persistantes prolongées. Le traitement de l'insuffisance cardiaque devait être mis en place depuis au moins 6 mois. Il devait être symptomatique. Il y avait différents niveaux de NT-proBNP pour pouvoir les inclure, suivant si c'était en FA ou en rythme sinusal, s'ils étaient hospitalisés ou pas récemment. Et puis, le critère primaire de jugement, c'est un critère qui combinait le délai pour les décès et pour la survenue d'un événement d'insuffisance cardiaque, mais également, il s'intéressait à la qualité de vie, au NT-proBNP, à la distance parcourue et au test de marche de 6 minutes, notamment. Petite étude, environ 200 patients dans chaque groupe. Globalement, il y a eu très peu de crossover, c'est quasiment 3% de crossover entre les deux groupes. Et voilà la population inclue. Vous voyez que c'était des patients qui avaient un âge moyen d'environ 66 ans, qui avaient 30% avaient une cardiopathie, et ils étaient à 66% en insuffisance cardiaque classe 2 de la NYHA, un tiers classe 3. Un tiers avait déjà un device, que ce soit essentiellement un défibrillateur dans la moitié des cas ou un CRT dans l'autre moitié des cas. Un taux de NT-proBNP moyen, vous voyez, autour de 1600. Et puis, ils avaient des traitements, finalement, vous voyez, les bêta-bloquants dans 90% et un antagoniste sérotonine dans 30% des cas, et 40% avaient déjà reçu un antiarythmique avant. Donc, ce n'était pas tout à fait de la première intention. Fraction d'éjection, vous voyez, c'est quasiment 60% fraction d'éjection moins de 45% et 55% fraction d'éjection au-dessus. Premièrement, sur le rythme sinusal, vous voyez que finalement, lorsqu'on les ablate, il y a largement plus, 90% des patients vont être en rythme sinusal dans le groupe ablation et inversement, s'ils sont dans l'autre groupe, et dans 90% des cas, ils étaient toujours en fibrillation atriale au cours du suivi qui a duré 60 mois. Critère primaire de jugement, non significatif, mais
Voilà, c'est-à-dire qu'il y a moins d'événements numériquement, mais n'attendent pas la statistiquement significatif. Vous voyez, c'est hasard ratio 0,71, mais le petit p est de 0,066, donc ça n'atteint pas la significativité. Au niveau, si on décompose ce critère, vous voyez, ça va numériquement moins d'événements en groupe ablation, mais ça n'atteint pas la significativité. Et quand vous regardez sur les critères secondaires, mais on va prendre avec des pincettes puisque le critère primaire ne sort pas, la qualité de vie, ça fait mieux dans le groupe ablation, c'est significatif. La distance parcourue de demi-heure de 6 minutes, je trouve que ce n'est pas concrètement faire quelques mètres de plus, ça n'a pas grosse valeur, mais c'est significativement mieux. Sur l'NT-proBNP, ça fait un petit peu mieux. Sur la fraction d'éjection, l'amélioration de fraction d'éjection était significativement meilleure. Et ce qui est intéressant, vous voyez que si la fraction d'éjection est réduite, il y a le bénéfice et va encore plus dans le bon sens que si vous êtes dans le groupe à fraction d'éjection préservée. Mais dans les deux cas, le petit p n'est pas significatif. Et quand vous regardez les sous-groupes, il y a un sous-groupe qui semble tirer bénéfice, c'est les patients qui ont la FA paroxystique avec une grosse charge en FA et la FA persistante de courte durée. Donc, on a quand même cette impression que plus on va traiter tôt la FA, mieux c'est en termes de bénéfices. En termes d'effets adverses, il n'y a pas plus d'événements globalement dans un groupe que dans un autre, mais bon, mon côté rythmologue va vous rappeler que c'est jamais zéro le risque d'une ablation de la fibrillation atriale. Le taux d'événements hémorragiques, c'était autour de 3,7%. Il y avait des complications locales, il y a eu des cas d'épanchement péricardique ou de perforation tamponade. Ça atteignait quand même 4% dans cette étude chez les patients insuffisants cardiaques. Et paraît plus important que ce qui était noté dans d'autres essais. À mon sens, cet essai ne remet pas en cause les essais qu'on avait, notamment Castle-AF, mais finalement, comme il s'adresse à une population très hétérogène, avec l'insuffisance cardiaque fraction d'éjection préservée, conservée, c'est très difficile de pouvoir dépatouiller tout ça en termes de sortir quelque chose, un critère qui sorte significatif. Donc, le résultat, ce n'est pas statistiquement significatif, même si on voit que numériquement, il y a un meilleur résultat sur la fraction d'éjection, la qualité de vie et la NT-proBNP. Le deuxième médicament que je vais proposer pour une fois, il avait déjà été présenté, c'est l'étripamil. C'est en fait un inhibiteur calcique qui a la particularité d'être donné, qui est d'agir très rapidement et il peut être donné en auto-administration, finalement en spray nasal. Donc, ça, c'est intéressant. Un médicament qu'on peut donner en spray nasal, c'est un inhibiteur calcique, un ralentisseur, et qui peut être utilisé finalement pour arrêter les tachycardies jonctionnelles. Et il y avait quelques données, cette étude Note 301, les données avaient déjà été présentées, montraient une certaine efficacité chez les patients administrés aux urgences. Et là, dans les late breaking, ils ont complété leurs résultats et présenté leurs résultats. Alors, c'est une étude randomisée où on va évaluer versus placebo l'intérêt de ce traitement pour arrêter finalement des tachycardies jonctionnelles par réentrée. Et là, on est rentré plus dans les détails en termes de résultats. Alors, vous voyez, leur critère primaire, c'était le délai pour obtenir une conversion au rythme sinusal. Vous voyez que finalement, il n'y a pas de différence significative sur ce critère primaire, mais il y avait déjà cette courbe sur la droite qui avait été présentée préalablement, qui montrait que le délai, le temps pour obtenir une conversion rapide en moins de 45 minutes était meilleur avec l'étripamil qu'avec un placebo. Vous voyez, finalement, au bout de 45 minutes, on avait quasiment 2/3 de chances d'être en rythme sinusal après avoir pris ce médicament-là versus 45% si on ne prenait rien. Et là, ils ont un peu plus présenté leurs résultats. Ils ont montré des résultats en termes de tolérance du traitement qui montraient que c'était aussi bien toléré que le placebo, mais je ne vous ai pas mis les cours pour gagner du temps dans la présentation. Et puis, ils ont montré également des résultats en termes finalement de probabilité de recourir à un traitement de complément, notamment, vous pouvez imaginer l'adénosine IV, le procaïnamide, dithiazème, Vanovagal. Vous voyez, finalement, en violet, le groupe étripamil, il y a réduit de moitié la probabilité de recourir à une thérapie de recours. Donc voilà, je trouvais ça intéressant. Je ne sais pas si ce médicament va arriver et peut-être être donné éventuellement à des patients pour qu'ils arrêtent leur crise. Mais bon, à suivre son développement ultérieur, mais c'est intéressant parce qu'il est quand même présenté le late breaking.
Et puis la troisième étude qui m'a marqué comme rythmologue, même si ce n'est pas une étude de rythmologie, qui est finalement une étude sur l'occlusion de l'auricule. Et contrairement à ce que vous attendriez, ce n'est pas une occlusion de l'auricule par les devices. Et c'est des patients ici qui, à l'occasion d'une intervention chirurgicale cardiaque, on leur propose de leur occlure leur auricule, fermer l'auricule, soit en mettant un nœud sur l'auricule, soit en enlevant l'auricule, soit finalement en utilisant un device épicardique qui permet d'occlure l'auricule. Donc, c'est une étude randomisée. Hein. On prend des patients qui ont un Schätzwert supérieur ou égal à 2 et on les randomise un groupe occlusion de l'auricule versus pas d'occlusion. Et on va évaluer au cours du suivi la survenue d'un AVC ischémique ou d'une embolie systémique. Donc, c'est que des patients qui venaient pour une chirurgie cardiaque. On va peut-être pas étendre leurs résultats à d'autres pathologies, mais voilà. Mais ça peut répondre à une question. En tout cas, dans ma pratique, ça a quand même un impact de se dire si les patients, je dois les faire opérer, est-ce que je leur propose de leur occlure l'auricule? Et on regarde également la tolérance de cette stratégie. Alors, grosse étude quand même, menée dans 105 centres, 27 pays, plus de 4800 patients inclus. Vous voyez, c'est des patients d'âge moyen 70 ans, Schätzwert moyen à 4. 30% étaient en FA permanente. Alors, je n'ai pas le reste, c'est-à-dire, est-ce que je dois deviner que 2 tiers étaient en FA paroxystique? Vous voyez qu'il y avait 25% qui avaient des antécédents d'infarctus, 30% c'était des diabétiques, 80% c'était des hypertendus. Alors, premièrement, la safety, est-ce que occlure l'auricule à un patient en PEROP, est-ce que ça allonge la procédure? Vous voyez, ça allonge significativement, 119 versus 113, mais finalement, pas énormément. Le temps de clampage aortique, vous voyez, ça fait 4 minutes de plus, mais finalement, vous voyez, c'est pas énorme. Et en termes de quand on regarde la mortalité précoce, ça n'a pas augmenté la mortalité précoce. Il n'y a pas d'augmentation de mortalité précoce. Il y a eu moins de prolongation d'hospitalisation du fait d'une insuffisance cardiaque et il n'y a pas eu plus d'hémorragie. Vous voyez, c'est des patients, ce n'est pas une alternative à l'anticoagulation. 75% étaient encore sous anticoagulants à 3 ans. Ce n'est pas l'indication d'occlusion de l'auricule que vous avez dans la FA actuellement par les devices. On dit chez les patients à qui on ne peut pas maintenir les anticoagulants. Les critères primaires, AVC, embolie systémique, vous voyez, c'est super intéressant. Il y a significativement moins, réduit quasiment 33%, réduit d'un tiers le risque d'AVC embolie systémique. Et ce bénéfice apparaît notamment au-delà du 30e jour, j'imagine, le temps de cicatrisation. Vous voyez, les courbes, elles sont là et ce résultat, finalement, se maintient au long cours. Et ça réduit essentiellement finalement le risque d'AVC ischémique. Ça n'a pas eu d'impact sur la mortalité, sur les hospitalisations pour insuffisance cardiaque, pas sur les embolies systémiques, mais le taux d'événement est très faible. Et ça réduit les AVC ischémiques. Et donc voilà, la slide de conclusion, c'était l'occlusion de l'auricule réduit les AVC d'environ un tiers. Et lorsqu'on se place au-delà du premier mois, de 42%, sans augmenter les événements adverses chez les patients, par ailleurs, qui avaient des anticoagulants. Alors, c'est le côté rythmologue m'a intéressé en me disant, voilà, les patients à qui vous êtes amené à proposer une chirurgie cardiaque, qui ont une FA, c'est vrai que ça peut être une alternative assez simple à leur proposer. Ce n'est pas un geste, je pense, extrêmement complexe et ça peut être intéressant de le proposer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Walid. C'était très intéressant. J'ai une question. Alors, quelle est la vraie place à ce moment-là de l'ablation dans la fibrillation auriculaire chez les patients qui portent une fibrillation auriculaire, ou peut-être quels sont les meilleurs répondeurs? Tu l'as dit déjà, mais peut-être il faut souligner quels sont peut-être les sous-groupes qui répondent mieux. Il y a eu donc les recommandations de la FA qui sont quand même finalement assez récentes, qui remontent à août 2020. On a bien sûr les indications de classe 1, c'est l'AFA paroxystique qui récidive malgré un traitement antiarythmique, donc ça qui est symptomatique, et c'est une indication classe 1. On a l'indication classe 2A en première intention, symptomatique bien entendu, mais après avoir bien sûr discuté du rapport bénéfice-risque avec le patient. Dans ces deux cas, moins votre oreillette est dilatée, plus votre FA est plus paroxystique, moins vous aurez de fibrose et mieux ça va marcher. Et puis, l'autre indication de classe 1 qui est nouvelle, qui est l'insuffisance cardiaque. Pour réverser la cardiomyopathie, si vous avez de bonnes hypothèses de penser qu'il y a une cardiopathie rythmique, vous avez une indication de classe 1
hors symptômes, hors récidive. Alors, bien sûr, c'est en sélectionnant ces patients. L'idée, c'est de pas dire, voilà, vous voyez, c'est typiquement cette étude où on inclut de tout. On a du mal à se dépatouiller. Vraiment, si on sélectionne bien nos patients, on peut proposer à des patients insuffisants cardiaques. Je dis toujours, c'est l'ablation faite par les champions du monde, mais pas obligatoirement, parce que des fois, ça dépend. On n'évalue pas très bien la fibrose de l'oreillette actuellement, mais il y a FA et FA. Il y a des FA avec beaucoup de fibrose où peut-être l'ablation aura de moins bons résultats, et des FA finalement qui dégradent rapidement la fraction d'éjection avec peu de fibrose ou qui va donner plutôt de meilleurs résultats. Super, merci beaucoup. Pour toi, est-ce qu'il y a une étude vraiment, ou quelle est l'étude la plus intéressante qui a été présentée à l'ACC? Est-ce qu'il y a une étude sur l'arythmo qui t'a marqué? J'étais déçu par l'étude dans l'ablation de l'AFA que je vous ai montrée. Mais quand je regarde les critères d'inclusion, tout s'explique, c'est-à-dire on ne peut pas tout mélanger dans une étude, l'insuffisance cardiaque, fraction d'éjection altérée, préserver. J'ai la spécialité d'insuffisance cardiaque avec moi, donc je ne vais pas raconter de bêtises, mais je pense que voilà, donc ça déjà, c'était mon élément. Mais je ne m'attendais pas à d'autres éléments. C'est vrai qu'on a eu le congrès ERA juste avant, où il y avait plusieurs consensus papers, on aura l'occasion d'en reparler, sur la stimulation, sur la resynchronisation, sur le pacemaker, sur les indications de défibrillateurs, etc. Et voilà, et l'ablation de l'AFA en général, c'est la partie qui progresse le plus et sur laquelle il y a beaucoup d'espoir parce que les techniques évoluent, le matériel évolue et je suis extrêmement persuadé qu'on aura encore de bonnes surprises à vous présenter prochainement. Merci beaucoup, Walid. Je ne sais pas si le professeur Legéard a des remarques à faire et ensuite on donnera la parole au professeur Collet. Professeur Legéard, est-ce que vous avez des remarques? Moi, j'appuierais simplement moi, ce qui m'a beaucoup impressionné dans ces études-là, c'est l'étude LOOS, étude chirurgicale d'occlusion de l'auricule, qui est c'est quand même très impressionnant. 5 minutes de plus de clampage, hein, et boum, réduction d'un tiers des AVC à 3 ans. C'est quand même énorme. Donc, on a envie de se dire que en tout cas pour les chirurgiens, ça devrait être un changement de paradigme et d'enlever l'auricule devrait devenir un standard de toute chirurgie cardiaque. Ça avance un peu, mais en prochain stage chir, c'est clair qu'on va challenger le chirurgien. Ça, c'est clair. Moi, c'est une très belle étude en plus, plus de 5000 patients, c'est une très belle étude des chirurgiens, avec un résultat que je trouve très conséquent, quoi. Et donc, je vais passer la parole donc, à Jean-Philippe Collet qui nous a rejoint. Jean-Philippe, merci d'accepter notre invitation. Je sais que tu es super pris. Tu as d'ailleurs fait une présentation à ce congrès. C'est pour nous un honneur de t'avoir avec nous. Jean-Philippe, voilà, nous faire un petit ton highlight de ce congrès, ce qui t'a marqué en cardiologie interventionnelle notamment. Merci Jean-Philippe. Merci à vous tous. Je vais partager mon écran. Et puis, on va pouvoir discuter 5 minutes. Alors, où est-ce que c'est partage d'écran? C'est vous qui partagez mon écran ou c'est moi qui le partage? En bas, c'est toi qui partage. Très bien. Et bien, voilà. Bon, merci au CNCH de son invitation. Donc, d'abord, je commencerai par les recommandations sur les valves qui ont été mises à jour il n'y a pas longtemps, qui ont été représentées à ce congrès. Donc, vous voyez que c'est important pour la communauté médicale puisque c'est des patients qu'on discute souvent dans nos staffs médico-chirurgicaux. Donc, vous voyez que la notion d'âge n'est pas tout à fait la même qu'en Europe. Et vous voyez que sur cette plaque, que le TAVI en fait, s'ouvre entre 65 et 80 ans lorsque c'est faisable par voie transfémorale et qu'on estime que eh bien, le rapport entre l'espérance de vie et la durée de la valve est plutôt en faveur du TAVI ou de la chirurgie, mais les deux sont vraiment sur le possible. Ensuite, ils vous disent qu'à partir du moment où les gens ont plus de 80 ans, une espérance de vie de moins de 10 ans, et que le TAVI est faisable par voie transfémorale, mais il n'y a pas de discussion sur eh bien, le choix de l'intervention pour les rétrécissements aortiques symptomatiques. Donc ça, c'est sur les indications. Ensuite, il y a eu une mise à jour sur les traitements antithrombotiques, et dans ces recommandations, il est dit évidemment qu'il n'y a pas de place pour les NACO, et que les patients qui sont en FA sous AVK qui vont bénéficier bien d'un TAVI devront être relayés vers les AVK lorsqu'ils étaient préalablement sous NACO.
Donc, ce n'est pas une pratique dont on a l'habitude tous les jours, et ce n'est pas ce qu'on fait en pratique, mais néanmoins, c'est ce que disent ces recommandations américaines. Alors, j'en profite pour vous présenter l'étude du groupe Action, qui est une étude qu'on a fait dans 4 pays européens, dans 51 centres, où on a fait l'hypothèse que l'apixaban serait supérieur au traitement standard. Et vous voyez qu'on stratifie les patients en fonction du besoin ou non d'un traitement anticoagulant au moment de la randomisation. Et la randomisation survient après la réalisation du remplacement valvulaire aortique percutané chez des patients qui sont stables, qui sont prêts à sortir. Et l'évaluation comportait le critère primaire de jugement qui, vous voyez, est un bénéfice clinique net où on regarde la mortalité, les infarctus, les AVC, les embolisations, les emboles, pardon, les événements veineux thromboemboliques, et puis un événement important qui est la thrombose de valve, et qu'on évaluait par scanner. Donc, chez tous les malades, il y avait un scanner qui était fait entre 3 et 6 mois, un scanner multiphase, où on regarde la mobilité de la valve et l'existence ou non d'un thrombus sur la valve. Et donc, ça a été évidemment un gros investissement, parce qu'avoir des scanners chez les patients de 80 ans, ce n'est pas toujours simple, mais néanmoins. Donc, ce qu'on a montré, c'est que premièrement, il n'y a pas de différence, c'est-à-dire que l'apixaban n'est pas supérieur au traitement standard et qu'il n'y a pas d'interaction en fonction du besoin ou non du traitement anticoagulant. Donc, il y a un peu plus d'événements dans le groupe traitement standard que dans le groupe apixaban, mais le critère de supériorité n'est pas démontré. Alors, il y a eu des analyses de non-infériorité qui étaient préspécifiées et qui montrent que ce n'est pas non-inférieur, donc ça veut dire qu'on peut l'utiliser. Mais sur des critères de jugement un peu composites comme ça, ça peut prêter à discussion. Alors, sur les événements hémorragiques, vous voyez qu'il n'y a pas du tout de différence entre le bras apixaban et le bras traitement standard. Donc, dans cette étude, vous aviez à peu près 30% des patients qui avaient une indication aux anticoagulants et 70% qui n'en avaient pas. L'autre message important, c'est que dans la strate, besoin d'anticoagulants, ce qui représentait pas loin de 459 patients, on voit qu'il n'y a aucune différence entre AVK et apixaban, quels que soient les critères regardés, c'est-à-dire le critère primaire de jugement, les critères secondaires d'efficacité, les hémorragies et la thrombose de valve. Alors, chez les patients qui n'ont pas besoin de traitement anticoagulant, vous voyez que la situation est un petit peu différente. Premièrement, il y a sur les critères d'efficacité un petit peu plus d'événements dans le groupe traitement standard que dans le groupe apixaban, et c'est essentiellement expliqué par une augmentation de la mortalité non cardiovasculaire qu'on a regardé de près et qui est essentiellement liée à des sepsis, des insuffisances rénales terminales, alors qu'il n'y avait pas de différence entre AVC, embolie systémique et infarctus du myocarde. Vous voyez que les hémorragies sont identiques, il n'y a pas de différence entre les deux bras, et vous voyez qu'il y a une grosse différence de thrombose de valve, avec 6% dans le groupe traitement standard, ce qui correspond au traitement anti-agrégant plaquettaire, et 1% dans le groupe apixaban. Donc, en conclusion, il n'y a pas de supériorité de l'un par rapport à l'autre. Il y a la même tolérance sur les complications hémorragiques. La thrombose de valve est considérablement réduite, surtout chez les patients qui n'ont pas d'indication aux anticoagulants. Et il y a un petit signal d'une augmentation de mortalité non cardiovasculaire, notamment chez les patients qui sont traités par antiplaquettaires, c'est-à-dire qui n'ont pas besoin d'anticoagulants. Donc, ça reste à explorer. C'est un petit peu la même chose qui a été retrouvée dans l'étude Galileo, sauf que la tolérance était moins bonne. Donc, c'est une étude qui fera probablement changer un petit peu les pratiques, c'est-à-dire que chez vos patients sous AVK ou sous NACO qui vont avoir un TAVI, vous pouvez continuer le NACO, en tout cas l'apixaban. Chez les malades qui sont à risque de thrombose de valve, et on connaît les petits anneaux ou par exemple les valves in-valve, eh bien, ça peut être une bonne indication pour utiliser l'anticoagulation par un anticoagulant, un inhibiteur des vitamines K, notamment l'apixaban. Voilà. Alors, je comptais présenter l'étude, elle à la hausse, mais elle a été présentée par Walid et discutée avec Damien.
Donc, moi, je trouve que c'est aussi une étude qui est vraiment importante. Moi, ce qui m'a marqué dans cette étude, c'est que premièrement, c'est une étude en double aveugle, hein, c'est-à-dire que ni le patient ni les investigateurs ne savaient si je veux dire, l'auricule avait été exclu. Et ça, je pense que c'est ce qui fait la qualité de l'étude. La deuxième chose qui fait la qualité de cette étude, c'est qu'elle a été arrêtée prématurément compte tenu du bénéfice. Et la troisième chose, ce que l'on craignait, c'est la possible survenue d'une insuffisance cardiaque. Hein, et c'était un des critères secondaires, parce que quand vous retirez l'auricule, vous retirez la source de l'ANP, et ça n'a pas été retrouvé dans cette étude. Donc, ça veut dire que je veux dire, tous les feux sont au vert, et ça se pose en particulier dans la chirurgie coronaire, hein, puisqu'on a quand même des patients qui sont en fibrillation atriale, qui sont coronariens et qu'on confie aux chirurgiens pour être pontés. Et je pense qu'ils n'avaient pas l'habitude d'exclure les auricules, et je pense que maintenant, ils vont devoir le faire. Une autre étude qui change ma pratique, c'est l'étude Flower-MI. Alors, vous savez que dans le contexte de l'infarctus du myocarde qui va être revascularisé par angioplastie primaire avec une maladie multitronculaire, il y a eu beaucoup d'études ces dernières années que je vous ai résumées ici, qui montrent que globalement, l'étude la lésion qui n'est pas responsable de l'infarctus doit être revascularisée. Hein, et on sait que ça améliore le pronostic de patients. Et ça doit être fait, si possible, pendant la même hospitalisation, voire pendant l'angioplastie primaire. Alors, l'étude française Flower-MI, vous voyez, elle a regardé la partie gauche, c'est-à-dire, eh bien, elle a comparé chez ces patients qui sont multitronculaires et qui ont eu un succès de l'angioplastie primaire, eh bien, la revascularisation du vaisseau non coupable, guidée par la FFR ou guidée par l'angio, c'est-à-dire à l'œil. Qu'est-ce qui est mieux? L'hypothèse était de se dire que si on applique le réflexe oculosténotique, eh bien, on aura plus d'événements liés à des angioplasties indues. Et donc, c'est peut-être mieux de se guider par la FFR. Donc, c'était une étude au départ de supériorité qui essayait de démontrer eh bien, la supériorité de la FFR par rapport à l'angio dans ces revascularisations des lésions non coupables dans le contexte de l'infarctus. Alors, Flower-MI, vous voyez ici eh bien, les résultats de l'étude. Il n'y a pas de différence entre les deux groupes. Simplement, il y a 30% de moins d'angioplastie dans le groupe FFR par rapport au groupe guidé par l'angiographie, mais il n'y a pas de différence sur le critère primaire de jugement qui est associé décès, infarctus du myocarde, réhospitalisation pour angioplastie ou encore instable. Alors, il y avait moins d'événements qu'il était attendu, mais néanmoins, ça peut vous dire, le message pratique, c'est que vous pouvez faire eh bien, confiance à la FFR dans la phase aiguë de l'infarctus du myocarde. Une autre étude qui change ma pratique, c'est une étude coréenne qui a comparé le clopidogrel versus l'aspirine en monothérapie dans le post-angioplastie. Donc, c'est un peu l'étude Twilight du pauvre. Vous voyez ici le dessin de l'étude. Donc, c'est des patients qui ont eu une angioplastie, qui sont stables et chez qui on s'apprête à arrêter eh bien, la bithérapie antiagrégante. Et les Coréens comparaient eh bien, le maintien de l'aspirine versus le maintien du clopidogrel. Donc, c'est une étude qu'a pris quasiment 30 ans après. Et vous voyez que l'hypothèse était de démontrer la supériorité du clopidogrel par rapport à l'aspirine. Il fallait 5000 patients pour le démontrer. Donc, ils ont randomisé ces 5000 patients. Et vous voyez le critère primaire de jugement qui est un critère composite, hein, qui associe des événements ischémiques à des complications hémorragiques classiques, comme dans l'étude Twilight. Et on voit qu'il y a une différence absolue de 2%. Et en faveur du clopidogrel, et un NNT de 50. Hein, le NNT de 50, c'est le nombre de patients à traiter pour éviter un événement. C'est quasiment celui d'une statine. Hein, et donc, ça fait réfléchir. Donc, pour tous ceux qui se posent la question, est-ce que je continue le clopidogrel ou est-ce que je continue eh bien, l'aspirine, eh bien, je pense que vous pouvez vous dire que le clopidogrel est un bon choix. Alors, vous savez que les Coréens ont un équipement enzymatique particulier par rapport aux Européens ou aux Caucasiens. Ils ont beaucoup plus de gènes de résistance au clopidogrel. Et vous voyez que ça n'a pas été retrouvé, ça n'a pas impacté les résultats dans cette étude. Ils n'ont pas mesuré eh bien, ces gènes qui sont associés à un mauvais métabolisme du clopidogrel. Donc, ça montre que c'est vraiment faisable même dans une population, disons, plus à risque, entre guillemets. Et un suivi à 10 ans est prévu dans cette étude. Vous voyez sur cette plaque, eh bien, à gauche, les événements ischémiques, à droite, les événements hémorragiques. Donc, c'est une stratégie gagnant-gagnant pour eh bien, les deux aspects de l'histoire.
Donc, je pense que ça va faire changer vos pratiques. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire globalement sur cet ACC, sur la partie coronaire. Il y avait peut-être encore une étude qui a retenu mon attention. C'est le groupe de Columbia à New York qui a présenté le First in Man avec une valve percutanée tricuspide dans l'insuffisance tricuspide sévère. Donc, c'est une petite étude, 60 patients, 95% de succès de l'implantation de la valve par voie percutanée. La durée moyenne de la procédure était à peu près de 1 heure et le critère primaire de jugement était la réduction de la sévérité de la fuite et l'amélioration de la qualité de marche, donc la qualité de vie. Et ça a été largement bien démontré dans cette étude. Donc, vous voyez que la tricuspide, ce n'est plus la valve oubliée. Hein, on sait la traiter avec des clips et maintenant, on va pouvoir la traiter avec des valves. Et l'étude randomisée avec la valve versus traitement médical vient de commencer. Donc, vous voyez qu'un très bel ACC, même s'il est digital, ça n'empêche pas les gens de continuer à travailler et à toujours être ingénieux. Il y a eu plein d'études sur le Covid où on a testé les statines, on a testé la dapagliflozine. Toutes les études sont négatives, mais ça montre que ça ne nous empêche pas de travailler, même si on ne se voit pas en vrai. Voilà, je vous remercie de votre attention. Super, on vous remercie pour votre excellente présentation. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous pouvez clarifier un petit peu pour moi et peut-être pour les auditeurs, quelle est la conduite à tenir pour la double antiagrégation plaquettaire dans la phase aiguë ou péri-aiguë, donc jusqu'à 3 mois, 6 mois, et après 1 an? Parce qu'il y a pas mal d'études. Par exemple, il y avait l'étude Talos AMI présentée par des Coréens qui suggèrent qu'il fallait remplacer le ticagrelor par du Plavix. Après, il y avait l'étude TICO qui présentait il y a 6 mois. Donc, il y a 10 000 solutions et on ne sait pas exactement où on se retrouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous conseillez? Vous nous conseillez? Alors, globalement, toutes ces études, elles ont un point commun, c'est qu'elles sont sous-taillées pour les événements ischémiques, parce qu'en fait, on voit que Flower MI le démontre, hein, les taux d'événements maintenant dans l'infarctus aigu hors choc cardiogénique sont très faibles. Par contre, ces études, en fait, elles sont taillées pour démontrer un meilleur bénéfice en termes de réduction des complications hémorragiques. Donc après, ça dépend des patients auxquels vous avez affaire. Je pense que si vous avez affaire à des patients à très haut risque hémorragique, maintenant on s'est bien identifié avec le score ARC-HBR, 1 mois sont suffisants. Hein, et c'est là où le rapport bénéfice-risque est vraiment en faveur. Si vous avez des patients qui sont à risque, disons, élevé, mais pas très élevé, c'est 3 mois. Et puis ensuite, si vous avez des patients qui sont à risque intermédiaire ou faible, là, vous avez tous les scénarios possibles entre faire Twilight, hein, c'est-à-dire 3 mois de bithérapie, puis ensuite vous arrêtez l'aspirine et vous maintenez le clopidogrel ou le ticagrelor. Et puis ensuite, chez les malades dont le risque ischémique est important, alors là, vous avez toutes les possibilités avec les études plus anciennes. Mais disons que la durée par défaut est de 1 an. Et puis ensuite, vous faites votre cuisine avec le médicament que vous voulez. Mais il y a en moyenne 7 ou 8 scénarios possibles. Et je pense que ce qui va permettre de vous guider, c'est d'utiliser le score ARC-HBR, qui est très pragmatique, avec les 12 items. C'est un peu comme l'endocardite. Et vous arrivez très facilement à classer votre patient et puis à avoir votre durée de bithérapie. D'accord. Donc, après 1 an, il faut continuer avec de Plavix. C'est ça le message de la dernière étude? Pas forcément, mais je pense qu'on a quand même des belles données avec le ticagrelor. Il y a des belles données avec le prasugrel. Si vous êtes chez un malade qui a une maladie coronaire prématurée, qui a un faible risque hémorragique et qui a une maladie évolutive, on a quand même des très belles données avec le ticagrelor. Donc, on peut continuer le ticagrelor. D'accord. Merci beaucoup, professeur Collet. Walid, je ne sais pas si tu as des questions. Une petite question uniquement, j'étais bien sûr déçu par la négativité de l'étude Flower MI, et la question d'ailleurs, Franck Albert la pose aussi en ligne, là, c'est finalement, peut-être que résumé en 1 minute, finalement, quelles sont les indications validées de la FFR alors? Disons que le Flower MI, en fait, c'est une étude qui manque de puissance parce qu'il n'y avait pas les événements attendus.
Mais néanmoins, je pense que ce qui est intéressant dans l'étude Flower MI, c'est que quand vous utilisez la FFR, c'est 30% d'angioplastie en moins, donc probablement des angioplasties inutiles, sans prix à payer. Donc, si évidemment vous avez une lésion très serrée, c'est la question que pense Franck Albert de Chartres, on ne va pas se poser la question, mais parfois on est souvent dans des situations où les sténoses sont intermédiaires, on ne sait pas trop quoi faire. Ça vaut le coup de faire de la FFR ou de la RFR, ça ne prend pas beaucoup plus de temps et ça permet d'avoir une décision, disons, pragmatique qui tient la route. Une toute petite question pragmatique également. J'ai bien aimé, moi, le message qu'on arrête le deuxième anti-agrégant pour en laisser qu'un seul. Mais là où j'ai du mal, c'est qu'il y a des fois des patients où c'est même recommandé de laisser plus longtemps, voire de laisser au long cours une bithérapie. En pratique, tu fais comment? Est-ce que tu fais des scores ou est-ce que tu as un truc? Déjà, le premier score que j'utilise, moi, c'est ARC-HBR. S'il est dans les hémorragies faibles, ensuite, on passe disons, aux facteurs qui sont associés à des événements ischémiques augmentés dans le long cours. Donc ça, on les connaît, hein, c'est la maladie coronaire prématurée, c'est les maladies inflammatoires associées, c'est les atteintes tritronculaires, et puis ensuite, c'est les stents qu'on met, les longueurs de stents, etc., le caractère complet ou non de la revascularisation, et le caractère évolutif de la maladie, le diabétique. Donc ça, c'est des cuisines qu'on sait faire relativement, disons facilement, quoi. C'est ce qu'on appelle les critères d'enrichissement. Ils ont été très bien décrits dans les récentes recommandations sur le non-STEMI et puis les recommandations de la maladie coronaire chronique qui sont à peu près identiques, quoi. Donc, c'est assez simple de s'y retrouver, je trouve, maintenant. Peut-être pour chacun d'entre vous, je voudrais vous poser à chacun d'entre vous une petite question très simple. Qu'est-ce que vous attendez comme grande étude ou grand résultat ou grande recommandation dans les prochains mois? Je sais que Damien nous a parlé des recommandations. Damien, est-ce qu'on attend un truc qui risque de tomber au prochain congrès sur la science cardiaque, par exemple, en dehors des recos? Oui. Prochain congrès pour la science cardiaque, il y a rarement de scoops. Hein. Les scoops sont réservés pour l'ESC ou pour l'ACC ou pour les HA. En tout cas, par contre, il y aura les nouvelles recommandations, effectivement. Et ce qui est attendu, c'est la place du sacubitril/valsartan en première ligne ou pas. Et puis, quelle place donner déjà au glyphosine, hein. Première intention, deuxième intention, troisième intention. Il y a des arguments pour, il y a des arguments contre. Comme maintenant, c'est dans un mois, on ne va pas s'amuser à donner son avis personnel. On va attendre encore quelques semaines. Et puis, ce qu'on attend, ça va être les prochaines grandes études dans la science cardiaque à feu préservé, hein. Donc là, il y a du lourd qui arrivera avec les glyphosines notamment, mais il y a d'autres trucs. Donc, ça sera le prochain challenge des 3-4 années à venir. Jean-Philippe, après cette ACC, tu attends quoi? Je pense que d'abord, il y aura les recommandations européennes sur la maladie valvulaire. Donc, les enjeux, évidemment, ne sont pas les mêmes qu'aux États-Unis où c'est un seul pays. Donc, on verra ce qui s'est passé avec les chirurgiens. Je pense que c'est important. Et puis, la deuxième chose, disons, importante, c'est tout ce qui concerne le choc cardiogénique, hein, l'utilisation des assistances temporaires pour faire passer le cap difficile, assister l'angioplastie. Ça, c'est des choses qui sont importantes et pour lesquelles on ne voit pas encore le bout du tunnel et les études sont en cours. Alors, on n'aura pas les réponses maintenant. Et puis, la troisième chose, il y a l'étude avec les doxabans dans le TAVI chez le malade en fibrillation atriale. Donc, ça permettra peut-être de renforcer la place des NACO dans cette indication. Donc, on verra. J'aurais deux petites questions très courtes pour le professeur Collet. Vous avez parlé de rétrécissement aortique. Est-ce qu'il y a une indication de corriger par la chirurgie, soit par du TAVI, le rétrécissement aortique moyennement serré? Est-ce qu'il y a des paramètres qu'on peut prendre en compte pour traiter le RAC moyennement serré chez un patient symptomatique dans l'absence d'une maladie coronaire? Et la deuxième question que je voudrais vous adresser, alors une question qui vient de la part d'un collègue. Alors, après 6 mois d'une angioplastie programmée, plutôt arrêter l'aspirine et continuer par du clopidogrel seul? La réponse, c'est exactement ça. D'accord. Okay. Pour le RAC
peu serré, moyennement serré. Il y a des études qui sont en cours, hein, qui randomisent le TAVI versus le traitement médical. Mais le problème, c'est que c'est des études dont le suivi doit être très long. Ce n'est pas 2 ans comme on avait l'habitude, c'est entre 5 et 10 ans. Donc ça met du temps. Et je pense qu'il faut 10 ans pour voir l'évolution naturelle du RAC chez des gens qui ont des rétrécissements aortiques peu serrés. Et puis ça permet aussi de voir la durabilité des valves. Donc à l'heure d'aujourd'hui, Merci je ne peux beaucoup, pas vous répondre. merci beaucoup Jean-Philippe, merci Damien, merci Alexandrou, merci aux 120 personnes qui étaient sur le lien Zoom. Ce webinaire sera partagé demain sur la page YouTube du CNCH, sur le site du CNCH. Merci encore à tous. N'oubliez pas le prochain webinaire jeudi pour faire la suite de l'ACC, part 2. Et puis encore, merci à tous, bonne soirée et à très très bientôt. Bye bye.